Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de Zero Dark Thierry, le podcast percutant de la gauche qui n'aime pas les gens. Avec moi, Philippe, Salut. Florent Salut. et Gwen, mes fins bretteurs du matérialisme le plus acéré, pour discuter les sujets les plus tendus du moment. Police, milice du capital, entend-on souvent dans les manifs, et je ne puis nier qu'il m'est arrivé moi-même de le reprendre, parce que bon, j'étais jeune, j'étais trotskiste, tout ça quoi. Mais quand on sort du slogan, qu'en est-il de la poulaille? Multiplication des violences, racisme endémique, complète absence de confiance entre flics de terrain, hiérarchie et population, défiance généralisée, bref, sale ambiance dans l'état de droit. Pourquoi, comment et la justice dans tout ça? Le salut viendra-t-il de l'armée et en cause de tout ça? Et on commence, je vais introduire ça par un épisode qui m'intéresse mais particulièrement. Mais vraiment particulièrement au point que ça mériterait littéralement un épisode entier, Marvel Fitness. Marvel Fitness est-il un abruti fini? La réponse étant oui. Alors l'affaire Marvel Fitness, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quand ce qui se passe sur les réseaux sociaux déborde sur la réalité. Il était une fois un jeune homme qui avait deux passions dans la vie, la musculation et faire chier des gens sur Internet. Marvel Fitness de son surnom adorait et ne vivait que pour ça, soulever des trucs trop lourds et faire du clash, du buzz, du hashtag, parce quand on n'a pas spécialement de talent et quand on est désespéré d'enfin exister, Internet, grâce à cette satanerie que sont les réseaux sociaux, vous Shaitan. autorise... Ah non, c'est le shaitan. Les réseaux sociaux, c'est le shaitan, je le pense, vraiment. Je pense pas qu'il faut taxer les GAFA, je pense qu'il faut les interdire. Voilà, mais c'est un autre débat. Cette satanerie... Encore une future chronique. Encore une future chronique. Future émission, même. Oui, je pense qu'on peut carrément consacrer à ça une émission entière. Ce shaitan des réseaux sociaux vous autorise à cibler n'importe qui pour jouir de l'ineffable bonheur de l'emmerder. Et ce, sans aucune conséquence concrète, puisque c'est Internet et on fait ce qu'on veut, LOL, MDR et toutes ces sortes de choses. Donc pendant plus de 2 ans, Marvel Fitness a fait du harcèlement et appelé ses followers à harceler toute personne qui osait lui déplaire, comme par hasard surtout des femmes, comme par hasard surtout des jolies femmes, dans cette ivresse de pouvoir et de nuisance que procure la joie perverse de l'impuissance des victimes. Jusqu'à ce que, un jour, le monde réel débarque pour crever cette bulle de joie malsaine. 2 ans de prison, dont un ferme, interdiction d'animer des réseaux sociaux et obligation de soins psychologiques. Moi, c'est ça qui m'a le plus... Enfin, si, bon, évidemment, un an de prison ferme d'emblée, c'est lourd. Mais obligation de soins psychologiques de ce que je connais de la justice, ça tombe pas tout seul. Bah, d'habitude, c'est plus pour les problèmes d'alcool et de drogue, en fait. Ou alors les vraies agressions sexuelles. Ouais, enfin, c'est pour avoir ce genre d'obligation de soins, il faut vraiment que le mec agisse littéralement act like crazy pour qu'on lui dise ouais, toi mon gars, on va te coller d'emblée devant un psy. C'est-à-dire qu'il y a un juge qui l'a vu et entendu, l'a auditionné et a fait oulala. Monsieur, vous avez des problèmes. Oulalala. Le marteau de la justice est tombé, il est tombé très lourd. Trop lourd. Alors évidemment, ses soutiens se sont scandalisés. Évidemment, le 18-25 de jeuxvideo.com a braillé à l'inique. Et ce ne fut que pleurnicherie parce qu'on avait entravé la liberté d'expression de ce pauvre garçon. Jusqu'à ce qu'une des victimes sorte une vidéo où elle expose la totalité du harcèlement qu'elle a subi, ce qui a calmé tout le monde et toute la dissidence a enfin fermé sa gueule. Ce qui fut un bref moment, très agréable. On se rend compte que oui, on peut concrètement risquer des choses pas lol du tout si on dit de la merde. Et bon, petit aparté, c'était assez délicieux parce que voir les Raptors, les Stéphane Adouard et tous les Valek qui ont tous mais bien fermé leur bouche, tu les voyais tous en train de faire ah ouais quand même. Ouh, calmez tout d'un coup les mecs là. C'est la alpha sphère là qui commence à regarder ses chaussures, c'est un moment assez délicieux. À part Papachito. À part Papachito qui soutient Mordicus, mais bon, lui c'est un gros idiot, donc bon. Bah oui, deux cerveaux en muscle, quoi. Ah oui, lui c'est littéralement ça, quoi. Donc, quelle leçon retirer? Est-ce que c'est enfin la fin de l'impunité sur Internet? Pourquoi la justice et les forces de l'ordre mettent autant de temps à réagir dans ce genre de cas? Et question qui m'est particulièrement chère, qui là aussi voudra dire une émission entière, à quel moment on va enfin parler de cette fameuse liberté d'expression qui, contrairement à ce que tu crois, ô jeune internaute écervelé, n'est pas la liberté de dire toutes les conneries qui te passent par la tête en temps réel. La discussion est ouverte. Moi, je me pose surtout une question, comme au loto.
C'est maintenant à qui le tour? Oui, c'est ça. Parce que si on, moi, c'est ça qui m'a absolument frappé quand même dans ce truc, c'est que je connaissais déjà un petit peu, je voyais qui c'était Marvel Fitness. J'avais déjà vu des vidéos de lui. Parce que je suis un gros nerd, parce que je passe trop de temps sur Internet et sur YouTube, et ce mec avait fini par popper dans mon fil YouTube. J'ai regardé le truc. Il y avait une vidéo où il notait les physiques de Fit Girl en disant que moi, c'est pas du truc, c'est moyen. Bon. Que des nanas foutues comme des statues grecques, il leur fait ouais, 5, 6, d'accord. Ok, mec, si tu veux. Mais bon, je m'étais pas rendu compte de que le mec était taré à ce point quand même. Et donc là, à un moment donné, c'était toute la réaction de la réacosphère et de la dissidence. Là, il se disait, c'est oh merde, oh putain, ça peut nous tomber dessus. Et oui. Oui. Entre lui, entre Soral qui a pris un peu, Zemmour qui prend. Alors, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes délits, par contre. Et les connards du 18-25 là, qui avaient harcelé la journaliste, je sais plus comment elle s'appelle. Nadia Dam. Nadia Dam, ça c'était la première condamnation, je crois, il y a 2 ans. Là. Mais eux, c'était des lambdas, c'était des pas connus. Ils n'avaient pas de chaîne YouTube avec 100 000 personnes qui les suivaient. Mais le truc, c'est ça qui est délicieux. C'est que, bon, ça commence, première salve, les lambdas, deuxième salve, le mec un peu connu. Et c'est à ce moment-là que, mais moi, du coup, je me suis rué évidemment sur les trucs réacosphère, dissidence pour voir leur truc. Et plus t'as dit de la merde, plus ils étaient, mais vraiment, vraiment, vraiment en train de marcher sur des œufs par rapport à ça, quoi. Bah ouais, mais en même temps, la condamnation là de Marvel Fitness, elle a un truc qui est particulier. Et tu l'as peut-être pas assez dit dans ta chronique. C'est qu'il a été condamné pour. Non, c'est même pas ça. C'est qu'il a été condamné pour avoir jeté ses followers sur les gens. C'est ça. Ouais, ça, pour le coup, c'est nouveau. Oui. Du harcèlement en meute. Ça pour le coup, c'est vraiment nouveau, en fait. Ce qui est quand même une des méthodes d'action politique les plus répandues sur Internet. Hein, donc, Oui. Mais d'habitude, peut-être qu'on donne pas l'ordre directement. C'est les followers eux-mêmes qui s'en chargent. Alors, dans le cas de Marvel Fitness, c'était un ordre direct. Ouais. Il appelait littéralement les gens à les harceler et ça allait super loin. Enfin, je recommande pas très malin, de voir. Quand même. Mais alors, Marvel Fitness, on s'est rendu compte à ce moment-là que le mec était vraiment pas le couteau le plus affûté du terroir. Bon, je pense que on peut inférer qu'en plus le jeune homme a une certaine fragilité psychologique, on va dire ça comme ça. Et puis le mec harcelait, mais un truc dans une espèce de délire auto-alimenté, mêlé d'une espèce d'érotomanie malsaine, parce que bon, comme celle qu'il a le plus harcelée, elle est plutôt très jolie. Mais en plus, bon, le fait de se filmer en train d'attendre une avocate et de la faire chier, et de balancer la vidéo sur YouTube avec des commentaires complètement stupides. Enfin, le mec... faire harceler des avocats, c'est pas l'idée la plus brillante du monde. Hein, à un moment donné, c'est un niveau de connerie assez absolu, même. mais en même temps, les mecs, s'ils font ça, c'est qu'ils ont cultivé un sentiment d'impunité toutes ces années sur Internet. Et puis là, ah bah merde... En fait, je risque quelque chose. Quoi. Ouais, c'est un peu les tyrans de cours de récré, je trouve. Sauf que là, la cour de récré, c'est YouTube. Tu vois, tant que personne leur met des stops, ils sont invincibles. Puis après, et un jour, on change de CPE, ou un jour, il rencontre quelqu'un qui lui dit bah non, là, ta gueule. Et ça passe plus trop. Non. Les bullies, que ce soit en réel ou en virtuel, ne comprennent que le rapport de force. Ce sont des gens qui ne fonctionnent que par le rapport de force et ne comprennent que le rapport de force. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, c'est très bien que le rapport de force du monde réel dans des trucs où le juge ou le procureur, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à foutre de leurs followers et de leur audience, rappelle quand même quelques fondamentaux. Alors la question aussi, c'est pourquoi ça n'arrive pas plus souvent. Parce que le droit à la justice, il est justement un peu virtuel. C'est un truc, on en reparlera tout à l'heure, je pense, mais faut pouvoir porter plainte, faut pouvoir financer un avocat, faut pouvoir faire certifier des preuves par un huissier alors que c'est des trucs en ligne.
c'est pas évident, quoi. C'est faisable, mais c'est compliqué, quoi. Et ça coûte cher. C'est compliqué, et voilà. Les victimes aussi ont le sentiment d'impunité, ont le sentiment que les coupables sont impunis. Ouais, bah oui. Le sentiment d'impunité, il est pas que chez les coupables, il est aussi chez les victimes. Bah oui. Donc à ce moment, c'est malheureux, mais à un moment donné, il y a des problèmes de formation à recevoir les plaintes. Là aussi, c'est quelque chose dont on discutera dans le courant de l'émission, parce que je me baserai sur petit aparté dans l'émission, je me baserai sur la lecture d'un livre de Valentin Gendreau qui s'appelle Flic. Vous en avez forcément entendu parler. C'est ce garçon qui a infiltré la police pendant 1 an et demi. Ouais. Le livre avait fait pas mal parler de lui l'année dernière et cette année, et c'est très court, c'est 180 pages, mais 180 pages très denses et très intéressantes, où il parle entre autres du fait que la non-formation, parce qu'on peut parler dans ces cas-là de non-formation de la police à la réception de la plainte. Enfin, on est à 91% de mauvaise prise en charge sur les plaintes de violence conjugale, quoi. Ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, ce qui permet cette introduction sur cet imbécile de Marvel Fitness nous permet d'introduire tous les problèmes qui sont liés au manque de moyens de la justice, au manque de moyens de la police, au manque de moyens en général du régalien et de la fonction publique et de l'État. Ce qui permet d'introduire Philippe qui va nous expliquer pourquoi tout ça. Pourquoi ? Oui, disons que c'est vrai que là on parle beaucoup de la loi sécurité globale et on a l'impression que ça tombe un peu du ciel, donc mais ça a quand même des origines assez lointaines. Et puis d'ailleurs on en parlait dans l'émission dernière des hybrides politiques, donc vous avez vu, je fais du teasing rétrospectif. Ouais. Joli geste technique. Parce que Zéro Dark Thierry n'est qu'un gigantesque tout cohérent. Voilà. Donc le fil est toujours là. Parce que Macron, en termes d'hybride politique, ça se pose là. C'est la fusion de la social-démocratie cynique et du CAC 40 débridé, donc faut pas se leurrer. Pour ce qui est du maintien de l'ordre, il a hérité aussi de tous ses prédécesseurs. Et puis l'ordre, maintien de l'ordre, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'ordre pour lui, ses copains friqués, c'est pas l'ordre pour les gens normaux, donc ça je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc le mauvais délire dépressif, ça date de Sarkozy, on s'en souvient tous. Donc du haut de ses talonnettes, il avait ouvert le bal, les racailles, le Karcher, et on le voyait sur tous les écrans. Et puis il a été élu. Donc, si ça vous rappelle un certain Gérald, c'est tout à fait normal. Voilà. Ouais. Donc qui est son fils spirituel, on va dire, ce cher Gérald. Donc le bilan de Sarkozy, c'est pas fameux, suppression de la police de proximité. Donc ça, je pense que vous en souvenez. Bien sûr. Il disait. Les policiers sont pas là pour jouer au foot. Voilà. Donc ce qui est très très fin et très intelligent. Il joue au ball trap du coup. C'est ça. Ouais. Donc il a alors politique du chiffre, donc c'est-à-dire plus vous interpellez, mieux vous êtes payé. Enfin, vous avez plus de moyens en fonction du nombre de gens interpellés. Donc les acteurs de terrain, la prévention avec eux, ça sert à rien. Mais en même temps, il a baissé les effectifs, quoi. Donc parce que libéralisme oblige, quand même. Donc c'est les mantras droitiers séniles. Donc comme son électorat, c'est logique. Donc ça n'a rien résolu du tout. Donc c'était que de l'agitation stérile. Et ses successeurs du PS sont été également des branques à ce niveau. La police de proximité ne fut pas rétablie, alors que c'était un truc de Jospin quand même, donc on aurait pu se dire on est socialiste, non. En fait, c'est vrai qu'on a complètement oublié que la police de proximité, à la base, était un truc de Jospin. Voilà, donc... qui n'a pas fait que privatiser plus que des gouvernements de droite réunis, il a aussi fait la police de proximité, un peu comme François Hollande n'a pas fait que la loi travail, ce genre de saloperie, il a aussi fait le mariage gay. Mais il a fait que ça. Oui, il a fait que ça, c'est la gauche au pouvoir. Tu saupoudres des trucs incontestablement utiles et qui peuvent servir, mais après sur le social et l'économique, c'est d'une rare violence. Mais continue, je t'en prie. Et donc ils n'ont pas rétabli cette police de proximité, puis ils ont utilisé la police comme force d'étouffement des revendications sociales. Alors, il me semble que Sarkozy, lui, il misait plutôt sur l'usure, quoi. Comme pendant la loi sur les retraites, il attendait que ça se passe, quoi. Il disait, de toute façon, vous avez beau manifester, j'en ai rien à foutre. Donc, mais là, les socialistes ont été un peu plus
interventionniste, on va dire. Donc on voit ça d'abord en 2014, où sous ordre direct du ministre de l'Intérieur Cazeneuve, des gendarmes ont mis le paquet face à des militants écolos qui n'avaient pas l'air hyper dangereux, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, les babous de la ZAD, NDDL, on a fait plus dangereux quand même, je crois. Ouais, je pense aussi. Et résultat, il y a eu une mort tragique, celle de Rémi Fraisse. Donc là, tout le monde s'attendait à ce que le ministre démissionne. Et en fait, non, il n'a pas démissionné. Le ministre ne démissionne plus. Alors que jamais. Il reste. Ah, ils assument et c'est tout. Point. Mais voilà. Non, ils assument et ils vous emmerdent. Ouais. Ah oui, il y a un message ces dernières années, ça aussi, j'aimerais qu'on en discute même très brièvement. Une espèce de message d'une rare violence de la part des gouvernants de la catégorie, une espèce de doigt tendu en permanence, qui fait beaucoup pour des phénomènes de défiance vis-à-vis de l'état de droit, ce qui est dramatique. Oui. Ça... Le j'assume version Kaira de cours de récré d'un mec comme Édouard Philippe, c'est hyper violent. C'est dévastateur. Ça s'apparente un peu en fait à ce que tu disais la dernière fois sur l'alt-right à la française qui répond quand on lui dit mais vous êtes raciste, bah oui, qu'est-ce que tu vas faire? Et là c'est un peu la même chose en fait. Ah, vous êtes un connard? Oui, j'assume. Oui. Ouais. C'est ça, ils se sentent liés. Vous êtes un connard? Oui. Ils se sentent absolument pas liés à tout. Enfin, une fois qu'ils sont en poste, ils se sentent pas liés en termes de légitimité aux gens qui sont censément les souverains, pourtant, quoi. Bah ouais. Donc après, on a 2016, donc c'est l'année de la fameuse loi El Khomri. Donc cette fois, les syndicats ils décident que c'en est trop et des manifestations massives durent tout le printemps, donc jusqu'à Nuit debout. Je crois que c'était en mai-juin. Ouais. C'était en mars, Nuit debout. Voyons. On a fait le 372 mars. On a du 31 au 372 mars. Alors, c'est Gwen, historien pointilleux de tous les mouvements sociaux parisiens. C'est que ça a duré jusqu'au mois de mai. Pointilleux. Ouais, ça a duré jusqu'en mai-juin. Ouais. C'est ça. Puis après, il y a eu les vacances. Et puis... comme d'hab. Hein. Il y a eu l'Euro de foot surtout, mec. Ah oui, tout à fait. C'est vrai. Ah bah oui. Avec les premières NAS pour l'Euro de foot. Oui, c'est vrai. Donc pour cette loi El Khomri, le gouvernement il s'embarrasse plus en faux semblant avec des négociations avec des syndicats plus ou moins complaisants. Là, il passe en force, donc il lance la troupe et au Parlement, il prépare le 49-3. Donc même la CFDT est choquée, donc c'est dire si... voilà, quoi. Trop choqué. Ouais, quand même, vous y allez un peu fort, là. Note, la CFDT a évolué, hein, parce que j'écoutais l'autre jour sur BFM, il y avait un syndicaliste CFDT Alternative Police, donc tu peux te dire peut-être un peu moins brutaux que les trous de balles d'Alliance. En fait, il disait que quand même, fallait pas accabler les pauvres collègues qui avaient tabassé le mec chez lui, là, Michel Ziegler. Fallait pas les truites en besogne à les accabler, voyons, on n'avait pas toutes les infos. Donc la CFDT, toujours du côté... Toujours du bon côté du bâton. Voilà. Toujours du bon côté du tonfa. Tout à fait. Et donc, à quoi ça nous donne maintenant, mon cher Philippe? Parce que c'est un peu difficile, là, en ce moment, avec la police. Oui, donc là, pendant toutes ces nuits debout, et puis loi travail, tout ça, donc on a eu les gaz lacrymaux, les coups de matraque, et puis on a vu apparaître les très poétiquement dénommés lanceurs de balles de défense. Bon, moi, j'adore ce nom, parce qu'on dirait un truc qui sert à entraîner son chien. Allez, vas-y, va chercher la baballe. Ouais. Donc, les premières blessures lourdes, ça date de là, quoi. Donc, les gilets jaunes, quoi. Voilà, et puis voilà, après on a vu ce que ça donnait sous les gilets jaunes. Donc l'idée c'est de suffisamment faire peur pour que tu restes à la maison et que tu dises pas que t'es pas content. Et puis en même temps tu provoques des incidents et comme ça tu divises l'opinion. Donc on va rappeler que Macron était ministre de l'économie à l'époque, donc du coup il a bien appris la leçon qu'il avait sous les yeux. Ouais. Et le pire c'est que ces méthodes raffinées ont été récompensées, donc ça, c'est ce qu'on disait avec Cazeneuve, c'est une sorte d'aveu, tu vois. Donc d'ailleurs le cher Cazeneuve est devenu Premier ministre quand Valls décide d'aller perdre comme une brêle face à Benoît Hamon, à la primaire socialiste. Donc il a été promu directement. Oui, parce que dans la présidence Hollande, il y a eu quand même quelques moments amusants. Ouais. Pas beaucoup. Celui-là c'était pas mal. En fait partie. C'était bien, moi j'ai apprécié. Voilà. Je suis fan.
Et donc, un autre exemple, il y en a eu d'autres sans doute, mais celui-là est emblématique, Patrick Strosda, donc c'était le préfet de Bretagne à l'époque de la loi travail. Et de Notre-Dame-des-Landes. Et aussi, c'est aussi lui qui avait orchestré les évacuations de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, ouais. Donc d'ailleurs il est surnommé Monsieur Flashball. Et suite à la loi de travail, il est promu directeur de cabinet de Cazeneuve, et puis en 2017, quand Macron devient président, il est promu directeur du cabinet du président Macron. Donc ça c'est formidable. Alors là du coup on risque quelque chose, c'est que Juan Branco nous demande si on a lu Crépuscule. Non, nous ne voulons pas. Il ne le demandera pas, il est trop occupé à faire la défense de Marvel Fitness. Oui, parce que c'est Juan Branco qui s'occupe de la défense de Marvel Fitness, et pardon de t'interrompre Philippe, mais là je fais une parenthèse. Comment dire, de quoi Juan Branco est-il le nom? Nous ne répondrons pas à cette question parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un procès. Mais je voudrais juste... ça tient en 3 lettres, hein. Oui. 3 lettres. Ego. Oui, mais on n'a pas les moyens. Pour l'instant. On lancera un Patreon, un jour on sera baigné de fric, on sniffera de la coke et on sera vendu, mais pour l'instant on ne peut pas. Mais il faut être de droite pour gagner de l'argent sur un Patreon, Thierry. Eh bien, nous ferons des efforts. D'accord. Enfin, je vous trouve absolument pas disruptif sur ce coup-là. Je suis un peu déçu, on en reparlera. Donc, si un avocat qui se fait le champion sur les réseaux sociaux de toutes les grandes causes les plus désespérées et les plus humanitaires se met à défendre avec autant d'acharnement une espèce de masculiniste complètement taré dont le principal loisir est de faire chier les gamines jolies, alors qu'il aurait pu avoir d'autres occupations comme par exemple être commis d'office pour des migrants, mais être commis d'office pour des migrants, ça fait moins parler de soi sur Twitter. Carrément. Donc, il aurait même pu être avocat de gilet jaune au moins, tu vois, ça tu peux faire parler de toi. Hein. Oui, voilà. Il n'a pas été un petit peu ça au début. Je l'ai pas vu, très vaguement. Peut-être un vite fait, mais... il a plaidé leur cause sur Twitter. Ouais, mais en vrai. Il se prenait surtout en photo. Non. Et il leur a vendu un livre. Tu vois, Ariel Limi qui se prend toutes les défenses les plus improbables du moindre militant qui a des emmerdes et qui se fait toutes les manifs et tout ça. Au moins il s'y colle. Attendez, vous êtes un peu dur. Il se prenait quand même en photo derrière les gendarmes. Voilà. Puis il mettait un effet sépia dessus. C'est quand même... Attends, bon. Ok. Pour terminer, aujourd'hui, pour tout ce qui se passe dans la police, les Républicains, donc là je parle du parti, ils disent rien parce que si on était mauvaise langue, et puis vu qu'on est, on va dire qu'ils sont un peu jaloux de ce que fait Macron finalement, parce qu'eux ils n'ont pas osé aller aussi loin. Et puis d'ailleurs leur ex-poulain Darmanin il fait très bien le taf, un taf bien droitier classique. Donc à côté de ça, il y a le Rassemblement National, il attend son heure sans faire de vagues, hein. Il a juste à attendre à récolter les fruits, donc ils ont voté pour la loi sécurité globale, et puis voilà. Et puis, au niveau du palmarès de l'indécence, il y a quand même les socialistes qui chouinent pas mal, disant « Ah, c'est pas bien, machin. » Les policiers, ils sont violents, ils tapent et tout ça. Alors moi, j'ai adoré, je vais conclure là-dessus, ce tweet de François Hollande. Donc moi j'adore François Hollande parce qu'en fait ma vraie comme passion nous tous, dans la vie, Philippe, comme nous tous. Mais moi particulièrement Passion François Hollande. Passion François Hollande parce que moi j'adore chasser les ectoplasmes. En fait c'est ma vraie passion dans la vie. Donc là le 8 novembre il a fait ce tweet. Alors moi je trouve savoureux parce que quand on rétrospectivement avec toutes ces histoires de loi travail, donc je vous lis le tweet. Quand un texte heurte les consciences et divise la société, quand il risque de provoquer de la violence, il faut le retirer. La police doit agir conformément aux lois de la République. Les comportements inacceptables doivent être sanctionnés avec la plus grande fermeté. Non mais là, le mec il nous fait un sketch quoi. C'est beau. C'est dommage qu'il ait jamais été président quoi. C'est ça. Quand tu lis ça. Quel dommage. Si seulement. Quel dommage que tous ces socialistes qui nous expliquent la vie n'aient jamais eu accès aux responsabilités et au pouvoir. C'est tellement triste. Ils auraient pu faire des choses tellement formidables. Pour Hollande, je trouve ça encore plus savoureux parce que j'anticipe sans ma chronique, mais tu vois, on a sur les histoires de manif. Il y a le préfet Didier Lallemand à Paris. C'est un spécialiste des petits arrêtés d'interdiction à la dernière minute, toi tu reçois un courrier chez toi, t'as pas le droit de sortir le jour de manif, etc.
Tout ça, ça vient des lois d'état d'urgence de François Hollande. Tout ce qui sert depuis les Gilets jaunes chaque samedi, ça vient quasi en ligne. Enfin, c'est des dispositions des lois d'état d'urgence de Hollande, en fait. Texto. Il y a un truc. C'est possible uniquement grâce à ces trucs-là. Il y a un truc sur lequel il faut vraiment, je pense, insister à un moment, c'est que tout ça, c'est-à-dire cette dégradation des relations entre police et population, c'est voulu. C'est pas des effets de bascule qui se sont faits. C'est une vision du monde qui s'applique, quoi. C'est-à-dire que quand Sarkozy dit que les policiers sont pas là pour jouer au foot avec les jeunes de quartier, etc., quand il dissout la police de proximité alors qu'il est ministre de l'Intérieur, c'est voulu. Il sait ce qu'il fait. Il sait que pour sa prochaine future campagne électorale de présidentiable, il doit casser le lien police-population pour créer du désordre, pour créer du stress, pour créer de l'insécurité sur lesquels il va surfer pour se faire élire président, et ça a marché. Ça a marché. Bien sûr. La précarisation accrue des forces de police, le fait de les faire bosser dans des conditions absolument dégueulasses, la politique du chiffre, et le fait aussi, Valentin Gendreau en parle très bien dans son bouquin, ça c'est l'aspect intéressant parce qu'on voit le truc aussi de l'intérieur. Parce que nous, on voit le truc de l'extérieur, forcément, on voit les conséquences à coups de crâne ouvert et de LDB dans la gueule. Mais aussi, quand tu vois comment ça se passe à l'intérieur de la poulaille, c'est-à-dire l'alcool, le racisme endémique, l'impunité. Il y a plus de suicides, il y a plus de morts dans la police par suicide qu'à cause des méchants. Bah oui. C'est ça, il en parle pas beaucoup, Gégé Darmanin. Les dépressions se comptent à l'appel aussi. Sans parler le harcèlement en interne, etc., etc., etc. Les conditions de travail dégueulasses, le début de précarisation, parce qu'on commence à précariser le régalien, et ça, c'est pas bon du tout, parce que précariser le régalien, c'est l'étape suivante, c'est l'ouverture à faire appel au privé pour faire la justice. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, ça a été voté il y a quelques jours. C'est la loi sécurité globale. Nous y voilà. C'est la loi sécurité globale, on parle de l'article 24 là, sur les journalistes, mais le gros du texte, c'est confier plus de missions de régalien à la police municipale, voire à la sécurité privée, notamment permettre sur certains trucs à des agents de sécurité privée de mettre des amendes, notamment. De foutre des drones partout pour la surveillance, sauf que la surveillance par drone, c'est une forme de privatisation, puisque c'est un matériel que tu achètes à un fournisseur avec un contrat d'entretien et tout, c'est pas un gazier que tu payes. Au-delà même des questions éthiques sur les robots et tout ce que tu veux, c'est une forme de privatisation, puisque tu deviens dépendant du prestataire. Et tout ça avec la bénédiction absolue justement de tous ces élus locaux socialistes là qui, comme ils aiment pas trop Macron, ils veulent avoir les trucs à leurs mains, même si ça devient de la grosse merde. Est-ce que tu fais allusion à la mairesse de Paris par hasard? Ouais, mais même alors il y a Hidalgo qui veut sa police municipale et tout ça parce que on parle de séparatisme à la télé, mais le séparatisme parisien un jour faudra aussi qu'on en parle. Mais même, tu vois, le maire le nouveau maire socialiste à Saint-Denis, c'est pareil. Tu vois, là, pendant des années, la mairie qui était tenue par les cocos, plus ou moins. Anotin, c'est ça? Alors, le nouveau, c'est Anotin, ouais. La mairie, elle était tenue par les cocos jusqu'à cette année, et le truc qui courait depuis tout le temps, c'était. On n'a pas assez de flics au commissariat de Saint-Denis, alors que c'est le bordel, il y a des gros trafics, etc. etc. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, là, il y a un pauvre gars qui s'est fait jeter par la fenêtre de son appart par des dealers à Saint-Denis, tu vois. Alors c'est marrant, police partout, mais en fait, pas partout, quoi. C'est ça. Ça dépend. Et Anotin Sos, depuis qu'il a la mairie, en gros, il veut créer une police municipale à Saint-Denis, alors que la ville, elle n'a pas un rond, quoi. Donc c'est des sous qui vont être pris sur d'autres trucs. Sachant qu'en plus que les polices municipales, c'est des trucs qui sont à la discrétion de l'équipe au pouvoir à la mairie à tel moment. C'est-à-dire qu'en fait, pour une mairie, c'est disposer de sa propre petite force d'intervention personnelle. Garde prétorienne. Et comme le disait une personne flic que j'avais rencontrée il y a une dizaine d'années, et qui avait été flic elle-même, mais là, je pense que c'était une autre époque, c'était fin des années 80.
début des années 90, où on discutait de ça, où elle était totalement contre les polices municipales, parce que c'était des petites forces prétoriennes au service de la mairie qui dépendaient totalement de ça, qu'elle était pour les fusionner avec la police nationale, sans quoi je pense qu'elle a raison par ailleurs. Et on voyait déjà à l'époque, et quand on s'était rencontrés, c'était quand Sarkozy avait été élu, et elle m'avait dit, alors, vous n'aimez pas la police, vous avez peut-être raison, mais vous aimerez encore moins les milices privatisées et les barbouzes qui interviendront. Parce que on a un exemple très très simple, si on s'intéresse à la géopolitique. Demander qui sont les pires, qu'est-ce qui est le pire qui s'est intervenu en Irak, c'est-à-dire les forces régulières américaines ou les mercenaires. Et le comportement des mercenaires sur place a été encore pire que celui de l'armée régulière, qui était déjà bien affreux. Bah, il suffit de voir les types qu'on paye en France-Afrique. Hein. C'est ça. Oui, mais même pour revenir à la police municipale, il y a 2 exemples moi, que je trouve magiques sur la police municipale. C'est plutôt l'affaire des lingots d'or là, qui avait fait marrer tout le monde il y a, je sais pas, 6-7 ans, où la mère de Puteaux elle s'était fait choper à transporter des lingots d'or et elle passe son procès là, en ce moment parce qu'elle disait que c'était un héritage alors que bon quand même c'est louche. Comme tout le monde. Moi ça m'arrive tous les week-ends. Et ben là où c'est un lien avec la police municipale, c'est que le mec qui faisait le transport c'était un gars de la police municipale. Ou un autre exemple, c'était dans le sud, là c'était pas Philippe Vardon, là le FAF qui était maire, je sais plus où dans le sud, à Orange, je sais pas quoi. Il était maire de rien du tout lui. Non, c'est pas lui, c'est un autre. Je crois que c'était maire de Béziers. Non, mais c'est un qui est plus élu là, mais qui a sauté la dernière fois, enfin qui a sauté au municipal d'avant. Mais donc une mairie d'extrême droite dans le sud où du coup la police municipale elle servait à faire sortir Manu Militari les élus d'opposition quand ils parlaient un peu trop fort, flingue sur la tempe. Sympa. Sympa, hein. Bon, l'extrême droite normale, classique, telle qu'elle est au pouvoir. Après, pour ce qui est des petits bleds, la police municipale, en fait, c'est des collecteurs de taxes. Ils sont là pour foutre des prunes. C'est la politique. De toute façon, c'est la politique du bâton pour la politique du petit bâton et du chiffre pour tout le monde. Voilà. Donc. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de créer des trucs de maintien de l'ordre, de gardien de la paix, etc., on les envoie dresser contravention sur contravention parce que ça fait des petits bâtons qui s'alignent et ça fait du chiffre et ils sont soumis à une politique du chiffre. D'autant que le budget municipal est vite limité, quoi. Je pense franchement, je pense ils préféreraient, tu vois, j'allais dire jouer au foot, non pas jouer au foot, mais dialoguer avec la population plutôt que leur mettre des prunes, quoi. Ça serait plus utile peut-être. Moi, il y a un glissement, on n'en a pas parlé, mais il y a un glissement moi que je trouve dingue. C'est toi, t'as parlé il y a 2 secondes, Thierry, de gardien de la paix. Ouais. Maintenant, tout le monde parle de force de l'ordre. Ouais, je sais. Et c'est ça pas du tout pareil. Et la bascule s'est faite encore une fois sous Sarkozy. Ouais, car nous sommes, nous vivons encore malheureusement sous l'effet d'aura de ce quinquennat maudit de Sarkozy. C'est le 3e quinquennat Sarkozy. Ouais, le 3e quinquennat Sarkozy, mais le premier quinquennat Sarkozy, nous vivons encore sous l'effet d'aura de ces 5 années maudites qui ont contribué à détruire beaucoup de choses et dont le bilan va nous accabler pendant encore très longtemps. Mais ça va me permettre d'introduire un petit peu la chronique de Gwen qui va nous parler spécifiquement de Didier Lallemand, mais pas tellement de Didier Lallemand, mais de surtout ce que signifie Didier Lallemand. Oui, c'est ça. Bon, j'ai un peu anticipé, je voulais parler donc du fonctionnaire le plus célèbre des 20 dernières années. L'homme qui aura donné une aura de peur et de douleur au prénom Didier, ce qui était quand même pas gagné à la base. C'est vrai. Je veux donc effectivement vous parler du préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Alors, pourquoi ? Parce que de plus en plus de monde aimerait bien le voir démissionner, même au PS, même chez certains en Marche. Il paraît même que Castex aurait demandé sa tête en échange de Matignon. Bon, ça n'a pas marché. Ça s'est intensifié. Excuse-moi, les trucs les plus ridicules du truc où plus personne n'en a rien à foutre. Et oui, j'accepte de devenir Premier ministre, mais je veux la tête de Didier Lallemand. Parce que je serai intraitable là-dessus. Non, on va te faire foutre. Moi, je suis Premier ministre quand même. Voilà, c'est... voilà, il y a... La force des convictions, si tu veux. La puissance du truc, des hommes de conviction, des femmes de conviction. Parce que et justement, il n'y a pas de sexisme dans...
Ah non, non, c'est clair. Vas-y. Oui, et donc, bon, ces demandes de démission, elles ont un peu augmenté suite aux différentes affaires de flicaille des dernières semaines. Que ce soit l'affaire Michel Zecler, où maintenant tu peux te faire tabasser chez toi en sortant du boulot gratos, ou l'évacuation du camp de migrants de République, où on a quand même vu un commissaire divisionnaire, c'est-à-dire qu'on figure bien un haut fonctionnaire payé 5 à 6 000 boules par mois, équivalent d'un énarque, mettre des grolles et aller donner des coups de latte à des gens à minuit et demi parce que. Mais Gwen, est-ce que les hauts fonctionnaires n'ont pas le droit à des loisirs eux aussi? Oui, mais pas sur le temps de travail. À un moment donné, c'est déjà assez difficile comme métier. Ouais. Ils ont eux aussi le droit de traîner des migrants par les godasses. Ne pas laisser ça. Attends, les conseillers de l'Élysée ont eu droit, pourquoi pas les divisionnaires? Exactement. Oui, certes. À un moment donné. Oui, mais au moins Benalla, il a fait ça en freelance, si tu veux. Bref. Du coup, même les gens du PS maintenant demandent la démission de Didier Lallement. Bon, faut dire que c'est une caricature vivante quand même de la manière dont la Macronie et on va dire la droite en général, puisqu'on parlait de Sarkozy tout à l'heure, imagine ce qu'est l'État. Des galons dorés, une très grande casquette sur une toute petite tête, une tendance à tout régler avec des interdictions de la matraque et de la grenade. Par exemple, des migrants qui cherchent un abri, matraque. Des gens qui ont peur pour leur retraite, plutôt grenade, là, plus approprié. Une épidémie, on va plutôt faire des arrêtés, tu vois. Bref, c'est devenu un symbole. Ah bah oui, donc l'allemand, c'est devenu un symbole, celui du raidissement du pouvoir, avec un grand P, et non pas Michel Foucault. Hein. On va rester sur une définition un peu plus basique du pouvoir. C'est-à-dire notamment de la tendance à confondre défense de la République avec la main sur le cœur et tout ça, et défense du groupe d'individus passablement malhonnêtes et passablement incompétents qui nous sert de gouvernement. Parce qu'il l'a dit lui-même, l'Allemand, à une gilet jaune il y a à peu près 1 an. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Alors c'est quand même très emmerdant. Sourire en coin. Ah bah oui, avec le petit sourire. Mais il a toujours le sourire en coin, Didier Lallement. Je sais pas si vous avez remarqué, il a, même s'il a une tête de tortue, il a une expression qui est plutôt joviale en général. C'est assez étonnant. Il a l'air très satisfait. Didier Lallement a l'air très satisfait de Didier Lallement. Ouais. En même temps, il faut le comprendre. Le mec, il vit pour être préfet et il a le poste de préfet le plus prestigieux du pays. C'est il est au top là. Il est au top du top. Mais bon, c'est quand même très emmerdant quand un représentant de l'État qui est normalement astreint à la neutralité dit à un citoyen qu'ils ne sont pas dans le même camp. Parce que ça, c'est une logique de guerre, c'est pas une logique d'ordre public. Et alors, si le camp de l'Allemand et donc le camp de l'État n'est pas celui de la population française, alors que c'est écrit dans la Constitution, c'est quoi le camp de l'Allemand? Alors, à regarder de plus près, c'est pas le camp de la loi, puisqu'on a quand même pas mal d'exemples où notre préfet préféré se torche avec les autorisations de manifester, l'obligation de mettre les SDF à l'abri, parce que oui, c'est dans la loi, c'est dans le code de l'action sociale, c'est écrit, c'est inconditionnel. Ou même l'interdiction théorique des violences policières, hein, puisqu'on voit bien que même s'il n'est pas obligé, il file la protection fonctionnelle pour payer les frais d'avocat de la troupe d'abrutis qui a tabassé Michel Zecler. Bref, c'est pas le camp de la loi, visiblement. Alors, est-ce que c'est le camp de l'ordre dans ce cas-là? Mais lequel, alors, le corps. Alors, on s'approche un peu là en parlant du camp de l'ordre. En tout cas, d'une certaine forme d'ordre, plutôt tendance d'ératisation, et on pousse la merde sous le tapis. Puisqu'il suffit de voir les fins de manifestation. Moi, j'ai l'impression de voir une prestation honnête. C'est les nettoyeurs, plutôt qu'une opération de maintien de l'ordre public citoyen, tout ce que tu veux. Le problème, c'est qu'en fait, en faisant ça, on crée du bordel, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure. On crée du bordel, on crée de la casse, on crée des images pour BFM, alors c'est très pratique politiquement. N'empêche que, même si c'est des Parisiens, même si c'est surtout des bourgeois qui ont des commerces dans Paris, c'est au détriment des voisins, qui, eux, subissent semaine après semaine les bastons entre la police et les manifestants, subissent la saturation en lacrymo de rues entières, de places entières.
et subissent les conséquences des affrontements, en fait. Mais donc, c'est pas non plus vraiment le camp de l'ordre, puisqu'il crée du bordel. Non, le camp de l'allemand... Oui. C'est une stratégie du chaos et de la confusion. Il faut créer du bordel. Et puis c'est une stratégie de la peur, surtout. Bah oui. Bref, le camp de l'allemand, et c'est là que je voulais venir, c'est que c'est le fameux pouvoir avec un grand P. Donc la confusion entre l'institution de l'État, la République comme régime démocratique à peu près, et les gouvernants comme individus. Alors en ce moment, des espèces de managers qui se prennent pour des darons et qui n'ont aucune culture politique, aucune culture démocratique, et qui globalement ne voient pas tellement de problèmes à... Ah non, mais ils s'en foutent. S'occuper de ça comme si c'était une espèce d'entreprise bof. Alors, ils peuvent pas licencier les citoyens, et je pense qu'ils sont très tristes de ça, mais voilà. Et donc, le camp de l'allemand, du coup, si c'est pas l'ordre, si c'est pas la loi, c'est plutôt le pouvoir. Le pouvoir. Voilà, c'est le pouvoir. Le pouvoir, donc, comme je disais tout à l'heure, une espèce de confusion entre l'institution de l'État, voilà, la République comme régime politique un peu démocratique auquel on peut un peu croire, et les trous du cul de managers qui nous servent de gouvernement, qui croient qu'ils sont au conseil d'administration d'une entreprise de chaussettes, mais qui n'ont aucune culture politique, rien du tout. Enfin, c'est une catastrophe. Le camp de l'allemand, c'est du coup... Non, ils n'ont pas besoin. Politique. Ah non, ils n'ont pas besoin. Quand t'es DRH, t'as pas besoin de culture politique. Ouais, quand t'es DRH, t'as pas besoin de culture tout court, tu sais. Voilà. Mais du coup, l'allemand, le truc le plus fou, c'est que l'allemand, quand il défend les conneries de Darmanin, quand il défend Macron qui nous insulte, quand il en fait des caisses, il est persuadé de défendre la République. Et il y croit vraiment, hein, c'est ça le pire. Oui, bien sûr. Il y croit, et quelque part, il est obligé d'y croire, parce que tu peux pas faire ce boulot-là si tu n'y crois pas un petit peu. Et donc, il se voit comme le bouclier de la République, c'est comme ça qu'il l'a dit dans une interview, alors que c'est juste un parapluie pour les politiques, parce que du coup, tout le monde demande la démission de Didier Lallemand, pas la démission de Darmanin, ou je ne sais quelle alternative politique. C'est quand même un énorme fusible, parce que sur des coups pareils, notamment, ne serait-ce que par rapport à tout ce qui s'est passé, ne serait-ce que par rapport au mois dernier, t'avais quand même des préfets et même des ministres qui sautaient, mais qui ont sauté, mais pour beaucoup moins que ça quand même. Bah oui, mais justement, c'est ça. Moi, c'est une différence que je trouve assez folle, c'est que il saute pas. Il fait vraiment parapluie, c'est-à-dire que il va pas sauter. Par contre, il va prendre toute la. Il sert de point. C'est un paratonnerre, tu vois, si tu veux, plus qu'un fusible, parce qu'il va pas sauter, parce qu'ils ont trop besoin de paratonnerre. C'est un point de fixation de l'opinion. Exactement. Et pendant ce temps-là, c'est pas Macron, tu vois, c'est l'Allemand qui est quand même... Si toutes les critiques de centre-gauche, elles se concentrent sur la pratique du maintien de l'ordre et pas sur la philosophie sociale qu'il y a derrière, du coup, ça permet de voter pour Macron la prochaine fois. C'est pas un peu ce qu'avait fait, déjà on revient encore à lui, mais c'est pas un peu ce qu'avait fait Sarkozy à sa façon avec Fillon au poste de Premier ministre? Parce qu'habituellement, un Premier ministre, c'est fait pour sauter en cours de mandat. Sur l'économique, ouais, peut-être. Et Fillon a quand même tenu 5 ans. Oui. De toute façon, c'est toute la dégradation de la fonction et la dégradation de la notion de responsabilité. Mais je parle d'alternative politique parce que se concentrer sur la démission de l'Allemand, en final, ça ne changera pas grand-chose. L'Allemand, il y en a 12 000 en stock dans le corps préfectoral. Et puis, si on est suffisamment motivé, on peut aller en chercher un peu n'importe où. Parce que dès l'allemand, c'est vachement utile quand on a un gouvernement libéral autoritaire. Tu parlais de libéral-fascisme tout à l'heure. Alors là, comme ça a l'air d'une contradiction. On peut pas être libéral et autoritaire en même temps. Mais en fait, c'est vachement facile. T'es libéral sur le papier. Ricane en Pinochet. On ricane en Pinochet, et puis plus près de nous, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, t'es libéral sur le papier, c'est-à-dire que, mais si, vous avez des droits, regardez, c'est écrit dans la loi, machin, vous avez le droit de manifester, vous avez le droit de vote, les droits sociaux, ça coûte un peu cher, alors, bof. Mais autoritaire, parce qu'en fait, t'as des droits, mais alors pour les exercer, tu peux toujours courir. T'as le droit d'aller manifester, mais... faut aimer le poivre, quoi. À tes risques et périls. C'est ça. C'est le côté à tes risques et périls, qu'il n'y avait pas du tout avant. Et ça, c'est le gros changement qu'il y a par rapport à ces dernières années. Exactement. Tu pouvais défiler. En plus, les manifs plan-plan. C'est le corollaire on assume et on s'en branle, quoi. Bastille Nation, où il se passait absolument rien.
D'ailleurs, c'est pour ça que l'irruption, quelque part, des Gilets jaunes a fait du bien à ce genre de truc, parce que les défilés traditionnels, où t'as la sono de la CGT qui passe du Zebda, et les gros ballons. Les gros ballons, être comme ça, et les autocollants partout. Et au final, absolument rien. Dernièrement, c'était plutôt HK et les Saltimbanques, mais... Ouais. Ah oui. Je n'écoute pas ce genre de musique. Ah bah si tu vas dans la manif, t'es obligé. Oui, non mais moi dans mes goûts culturels à moi, ça ne fait pas partie de mon corpus de référence. De ton répertoire. De mon répertoire. Donc le truc c'est que il se passait rien. Alors il se passait rien politiquement dans ce genre de truc parce que tout le monde fait la manif quoi et puis on rentre pour prendre l'apéro et puis voilà et puis il se passe rien. Voilà. Mais en même temps, il se passait rien. C'est-à-dire que t'avais des quarts de CRS qui te regardaient l'œil morne, placide, défiler du point A jusqu'au point B. Alors là, maintenant, tu peux même plus défiler du point A jusqu'au point B. Non, c'est ça le truc qui est fou. Tu peux aller officiellement manifester, mais en gros, dans le meilleur des cas, tu vas avoir la peur de ta vie. Dans le pire des cas, tu vas perdre ta main ou ton œil. C'est ça. Perdre ta main, faut quand même un peu y aller exprès et être un peu bête, mais l'œil, ça va vite, hein. Voir comme la vieille dame à Marseille. Et le pire, c'est qu'elle est même pas allée manifester, elle était à sa fenêtre chez elle. Elle fermait ses volets. Quoi. Justement, elle disait, mais putain, ils me font chier avec leur manif, je vais fermer mes volets parce que ça craint. Et là, paf, grenade dans la tête dans ton salon. C'est horrible. Non, mais on est où? Et donc, après, pour revenir à notre petit préfet préféré, évidemment, il ordonne jamais directement de blesser les gens, Didier Lallemand, parce que c'est un vrai républicain, hein, donc un vrai républicain ne ferait pas ça. Mais comme il n'est pas dans notre camp, et comme en plus il est soumis au chantage des pleureuses des syndicats de police qui font ouin-ouin au lieu de faire pimpon, on va pas non plus vraiment être trop dur quand les mecs rentrent dans le tas un peu trop fort, quoi. Après tout, c'est des bouseux, des étrangers ou des gauchias. Alors, oui, c'est ça. C'est pas le même camp. C'est perçu comme tel, ouais. Bah voilà. Et alors après t'as les anards, ils vont dire l'État, ACAB et compagnie. Oui, mais nous, on n'est plus au lycée. Alors nous, on n'est plus au lycée. Je dois admettre que ACAB en ce moment, c'est compliqué. Parce que les mecs, ils te donnent beaucoup d'images et d'illustrations. Mais n'empêche que c'est allé un peu vite en besogne sur le fait que ça fait à peu près 150 ans que par petits bouts ou par gros bouts, on avait réussi à arracher des morceaux de l'État à l'emprise pure et dure des plus riches. Tu vois, on avait fait la sécu, on avait fait de la sociale, putain, on avait même fait un impôt sur la fortune, quoi, t'imagines le truc? On avait même fait quelques protections contre la discrimination, même si ça marchait bif-bof. Et même le droit de vote, tu vois, c'était pas gagné à la base. Et voilà. Donc c'est pas impossible. C'est une preuve que c'est pas impossible, à condition faut avoir envie, il faut s'organiser pour, et c'est pas facile, quoi. Du coup... je vais finir là-dessus, quoi. L'allemand, c'est un symptôme. C'est pas sa démission qui va changer grand-chose. C'est un symptôme de la confusion entre la République et les individus qui gouvernent. Et ce genre de confusion, on voit pas tellement ça dans les démocraties normalement. Au lieu de taper sur l'allemand, du coup, il faudrait peut-être se pencher sur pourquoi les centristes mous, tellement attachés aux libertés, qu'on a vu manifester il n'y a pas si longtemps, à la première manif là, contre les trucs sur la liberté de la presse, pourquoi ils revoteront Macron la prochaine fois, alors qu'en fait, il est là le problème. Ah mais les centristes mous revoteront Macron avec enthousiasme. Ah bah bien sûr. C'est de toute façon, puisque la droitisation du centre, la radicalisation du centre, c'est-à-dire que tous les centristes mous, qui étaient tous les droites EPS, les birouistes, les gens qui se disaient du temps de Sarkozy, oui mais le libéralisme c'est pas Sarkozy parce que c'est trop autoritaire, ils ont tous basculé chez Macron. Bah oui. Et là, ils sont en train de se radicaliser, mais à fond, catégorie. Mais qu'attend-on pour donner qu'attend-on pour donner l'armée contre ces gueux? Et voilà, c'est littéralement comme ça, quoi. Ah bah, on a quand même Luc Ferry, qui était ministre de Sarko de l'Éducation, qui était plutôt de l'aile libérale à l'époque, qui appelle à tirer à balles réelles sur les manifs. Oui, mais ils osent pas encore, parce que du coup, on n'est pas encore complètement une ex-république soviétique.
Pas encore complètement. Oui, voilà. Et encore. Mais on attention quand même. Ils font gaffe. Sur l'arme à feu, c'est quand même un gros tabou dans la police en France, et heureusement. Mais ça peut sauter vite. On voit bien le flashball qui a dérivé en 3-4 ans, les consignes initiales d'utilisation, plus personne n'en avait rien à foutre, quoi. Oui, c'est la foi. Je voudrais revenir sur le côté ACAB, etc., qui est un petit peu comme police-milice, c'est-à-dire un slogan. Alors, les slogans, ça fait toujours plaisir à les dire, à les brailler en manif, etc., etc. Bon, ok, très bien. Mais on ne construit pas de la politique, on ne construit pas des réponses sur des slogans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi penser au niveau de la cité, ou pour dire les choses très franchement, et c'est là où on ne va pas se faire des amis, mais tant pis, c'est qu'à un moment donné, dans le cadre de la cité avec une majuscule au sens large du terme, il n'est pas concevable un fonctionnement sans au moins a priori des gens qui s'occupent un petit peu de maintenir l'ordre. La paix civile, on peut dire. Maintenir, merci, c'est mieux. Cohésion. Maintenir la paix civile et la cohésion, et sans que ce soit une force spécifique détachée. Ce n'est pas possible. Peut-être que dans un monde... De fait, je vois mal comment elle ne peut pas se reformer un peu spontanément, si elle n'existe pas de façon institutionnelle. Parce que si on vivait... Quand on vivra dans une société parfaitement démocratique, émancipée, où chaque individu sera à un tel niveau de conscience qu'il saura de lui-même distinguer entre le bien et le mal, sera son propre législateur, peut-être qu'à un moment donné, on pourra se passer de police. Peut-être. C'est souhaitable, à terme, dans un horizon. Mais bon, dans un horizon sur 1000 ans. Parce que là, dans la société réelle, au moment où on vit, on ne peut pas. C'est comme les disent, de toute façon, si on n'a plus d'armée, plus personne voudra nous envahir. Donc du coup, on n'a qu'à avoir plus d'armée. Non, alors non, non. C'est la question, elle est toujours posée à l'envers. C'est-à-dire, c'est ce que tu dis, c'est comment on fait pour en avoir le moins besoin possible. Oui. Ça, c'est clairement un truc fondamental. Mais il y a aussi et pour les trucs résiduels, et puis en attendant. C'est ça, parce qu'en attendant, c'est que, non, on n'a pas d'armée comme ça, on va se faire quoi ? On va se faire envahir par Monaco ? Oh non, du coup, ne sois pas vulgaire quand même. On peut pas se permettre de faire ce genre de choses. On peut pas se permettre de se faire envahir par Monaco. Non, déjà, on s'est fait envahir. Bon, quand on se fait envahir par les Allemands, les gens, ils sont un peu, ils ont de la compassion, tu vois. Les Allemands et tout ça, ils ont des tanks et tout. Ça craint, en plus, mais Monaco, non, on peut pas, c'est la honte. La compassion, c'est parce qu'ils sont passés 3 fois au même endroit aussi. Mais... C'est ça, en plus. Donc ça craint. Donc à un moment donné, c'est parce qu'on est certes des gros renognos, ils font que critiquer absolument tout le monde, mais nous avons aussi cette ambition un peu folle d'être force de proposition, n'est-ce pas ? Ouais. Et donc à un moment donné, tu es obligé de penser, de réfléchir un petit peu, qu'est-ce qu'on veut comme garant de la paix sociale et de la paix civile. Et donc ça oblige à repenser le modèle policier. Repenser le modèle policier, ça veut dire réintroduire de la police de proximité. Réintroduire du contrôle aussi. Réintroduire du contrôle, purger à un moment donné la police de certains de ses éléments, pour dire les gros mots. Mais ouais. Parce que ça, et puis aller taper dans les étages, parce que quand tu vois moi je suis assez frappé du fait que le syndicat de flics le plus faf depuis 1 an ou 2, c'est un syndicat de commissaires. Ouais. Le syndicat des commissaires de police de mon c'est vrai. C'est le plus caricatural dans la faferie. C'est un syndicat de commissaires. Donc, je rappelle, les commissaires, c'est des putains de hauts fonctionnaires. En vrai. Oui. C'est pas le profil que tu imagines quand t'es gentiment gauchiste, du flic un peu teubé, recruté à bac-7, qui du coup vote FN parce qu'il vient du Nord, tu vois. Non, c'est des gens très éduqués, qui ont fait des études de droit, qui ont fait des études dures, qui ont passé des concours, qui sont censés être cultivés, tout ce que tu veux. Et leur syndicat le plus visible, c'est le plus facho. Ouais. Et c'est des gens qui seront des dirigeants fascistes si le fascisme arrive vraiment au pouvoir. Je vais juste faire un truc comme ça qui va définitivement achever de nous enterrer auprès d'un certain public, et quelque part, tant mieux. Je vais rejoindre ça sur les manifestations de Gilets jaunes,
qui au début avait tous les idéologues libéralo-débiles, genre Éric Brunet, qui disait « Ah, c'est formidable, c'est une manifestation contre les impôts ». Donc lui, il s'est pointé avec un gilet jaune en disant que c'était grandiose. Bah après, dès que les gilets jaunes, ils ont commencé à parler augmentation de salaire, et ce genre de trucs, bon, là, ils ont fait blablabla. Ils sont venus à du basique de « on veut des sous ». C'est-à-dire qu'en fait, et là où ils se sont trompés, parce que les Éric Brunet ne comprennent rien à rien, c'est qu'ils ne sont pas contre les impôts, les gilets jaunes. Ils sont contre la façon dont ils sont répartis. Ouais. C'est une protestation vigoureuse comme ça. Et la demande du public gilets jaunes et la demande du public des gens, des darons qui ont jeté les dealers hors de leur immeuble parce que la police répondait pas à leurs appels, etc. Non, malheureusement, c'est l'inverse. C'est les dealers qui ont jeté le mec par la fenêtre. Ah, ça. Mais il n'y a pas une histoire comme ça de darons qui ont fait ça a dû arriver ailleurs aussi, justice semaine, la semaine dernière, où ils ont éjecté... peut-être, ouais, c'est possible. Ça arrivait aussi. Enfin, tous ces gens-là ne demandent pas moins d'impôts. Ils ne demandent pas moins d'État. Au contraire. Ils veulent que le truc soit à leur service. Il y a une demande de plus d'État. Mais alors, lequel ? Parce que, comme la plupart des gens confondent État et gouvernement, alors que ce n'est pas pareil... Non. Le gouvernement devrait être au service de l'État. Là, c'est le contraire. Le gouvernement prend l'État en otage. Le gouvernement devrait être à notre service et utiliser l'État pour mettre en œuvre les choses à notre service. Absolument. D'ailleurs, il y a eu un petit moment au début des Gilets jaunes où les Gilets jaunes, qui sont très logiques finalement, pensant que la police, c'est à service du peuple. Donc ils étaient là, on va fraterniser avec vous. Et puis quand ils ont commencé à se faire taper, il y a eu une forme de stupeur un peu quand même. Ouais, complètement. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on a ? Nous, on est légitime, on demande juste à vivre correctement. On n'est pas des gauchias, on n'est pas des migrants, pourquoi on se fait taper dessus ? C'était le truc, moi, qui m'avait frappé aussi, c'est l'incompréhension pendant quelques semaines de mais pourquoi ils nous tapent dessus ? Et c'était un truc alors qu'on est les mêmes, et d'ailleurs, c'est pas faux, parce que quand on regarde le recrutement de la police, alors je vais parler un peu de moi je viens de la diagonale du vide, donc je connais bien le recrutement policier, parce que c'est la seule perspective d'emploi dans le coin, quoi, enfin de là où je viens. C'est du recrutement basé sur un peu la désespérance sociale, donc après il faut pas s'attendre non plus à que les types soient hyper bien dans leur peau et tout ça, quoi. C'est un des seuls corps d'État où il y a encore des volumes importants de recrutement, même si les effectifs globaux baissent. Parce qu'il y a tellement de flics partout. Des volumes de recrutement qui te sortent d'une sorte d'horizon de misère sociale pour te retrouver confronté avec des moyens ultra précaires à toutes les formes de misère sociale. Et dans un territoire que tu ne connais pas, où les gens sont extrêmement différents de toi, parce que toi, tu viens du fin fond de la diagonale du vide, t'as un petit blanc qui est jamais sorti de son village, et tu te retrouves à devoir faire on sait pas trop quoi, en fait, à arrêter des dealers de shit au bas des tours en Seine-Saint-Denis. C'est la première fois que tu vois un noir, c'est quand tu mets un premier pied sur le terrain. Ouais. Et c'est ce que décrit Didier Fassin dans son bouquin qu'il avait écrit là, quand il avait fait son immersion dans une BAC pendant 6 mois sous Sarko, La Force de l'Ordre, donc, qui est une enquête ethnographique sur les flics de Seine-Saint-Denis, et où il raconte ça justement. Il raconte ce que les mecs ils sont tous recrutés dans des coins où effectivement c'est la désespérance sociale plus ou moins, qui sont envoyés en Seine-Saint-Denis en premier poste parce que voilà. Les mecs ils connaissent personne, ils ont rien à part le boulot, donc en fait leur seul pote c'est leurs collègues, limite ils vivent en colocation et le week-end ils rentrent dans leur coin d'où ils viennent parce qu'ils ont leur meuf ou leurs parents ou ce que tu veux. Et donc en fait ils sont un peu, ça met une espèce de dynamique un peu de presque, tu vois, quand certains parlent de logique coloniale, honnêtement le mode de recrutement et le fait que les gars ils travaillent à un endroit où ils n'ont absolument aucune attache, ça, il y a un ressort un peu comme ça, parce que du coup tu peux pas faire de la police de proximité dans un coin où tu comprends rien. Je vais conclure brièvement. En fait, il faut être proche pour faire dans la proximité, quoi. Oui, c'est aussi con que ça. Il y avait Michel Goya, qui est un ex-colonel de l'armée de terre, qui est un type intelligent, qui dit des choses intéressantes. Un Milouf qui réfléchit, donc, qui s'étonnait du fait que les pouvoirs régaliens étaient de plus en plus masqués. C'est-à-dire que les flics en manif sont masqués, maintenant les forces spéciales, tu les vois apparaître avec des masques, et ils voyaient ça assez finement comme une sorte de symptôme de séparation
du régalien avec la population. C'est-à-dire qu'en fait, tu as les gens, les lambda, voilà, et les gens qui détiennent la violence, mais qui deviennent castes à part, complètement hors de la population. Et c'est effectivement un truc très dangereux. Ce qui me permet d'introduire Florent, parce que dans tout ce bordel, la justice, il n'y a pas de moyens, les flics, ça va pas. Qu'est-ce qui peut encore nous sauver? Est-ce que l'armée peut faire quelque chose? Dis-je, telle une Elisabeth Lévy, ivre morte sur le plateau de CNews. Et l'armée dans tout ça, hein. Voilà. C'est vrai, quoi. L'armée, c'est la fiabilité, l'honneur, le dévouement, la patrie, etc. Et les explosions. Et les explosions. Non, mais je veux dire, imagine-t-on le général de Gaulle, vous voyez l'idée, quoi. Imagine-t-on, il est mort. Oui, voilà, il est mort, ses héritiers sont morts, tout ce qui nous reste, c'est un espèce de troupeau de gaullistes errants qui se cherche un de Gaulle de rechange. Bon, et le meilleur ingrédient pour faire un de Gaulle de rechange, c'est quoi, hein? Vous le demandez. Traverser la Manche. Non, à la nage. Être grand. Non plus. Un grand nez. Non plus. Il faut un képi pour être général. C'est bien sur la bonne voie, là. Saint-Cyr, l'école de guerre, le CEMAT. Tu tournes autour. C'est pas facile. Le meilleur ingrédient, vraiment l'ingrédient parfait pour faire du De Gaulle. Un Vendéen. Non. Non. En plus, il y a Colombais. Colombais, les deux églises. Un Cato. Un général qui dit non. Ah ouais. C'est la formule de base. Bon, après, dire non à un énième tour de vis budgétaire, c'est pas comme dire non à l'armistice de 40. On est d'accord, c'est pas exactement le même ordre de grandeur. On a les noms qu'on peut, quoi, en gros. Et c'est comme ça que le général de Villiers s'est retrouvé dans un costume peut-être un peu trop grand pour lui. Il y a un sondage qui lui laisse espérer 20% des voix au présidentiel. Ça a fait parler, et pour cause, c'est le genre de score qui qualifie pour le second tour. Enfin bon, 20%, ça en laisse 80 autres. Et dans ces 80 autres pourcents, on en trouve 38% qui ne veulent pas voter pour lui. Jusque-là, ok. Surtout, quand même, 42% qui ne savent pas qui c'est. Oui. Enfin, 20%, c'est 20% d'intention de vote. Non, c'est de non-refus. Éventuellement. Voilà. Si les planètes sont alignées. Qui savent pas qui c'est, quoi. Je sais pas vous, mais moi, je me dis, là, il y a un truc, quand même. 42%. Mais en fait, ils votent parce qu'ils se disent, il y a un général qui se présente. Ah oui, un général, c'est bien ça. Non, mais même pas dans le sondage. Dans le sondage, c'est plus, est-ce que vous accepteriez d'eux? Donc c'est genre, ça regroupe aussi terme exact. Attends, je peux retrouver la question. Ah bah oui, c'est important. Alors, question, seriez-vous prêt à voter pour le général Pierre de Villiers s'il était candidat à la prochaine élection présidentielle de 2022? Voilà. Inconditionnel et ainsi, donc. C'est du 20% de pourquoi pas. Oui, certainement 6%, oui, probablement 14%. Ouais, voilà. Ouais, bon. Et vous ne connaissez pas cette personnalité, 42%. Quand même. Très bien. Mais donc, pourquoi on en parle autant de ce garçon qui est, j'ai vu quelques interviews, qui n'a pas l'air ni sympathique ni antipathique, mais d'un coup d'un seul, il se met à popper dans le paysage politico-médiatique de quoi, d'où? Pourquoi? Parce que... mystère. Le mystère, c'est que c'est un militaire, c'est un général, etc. Ça donne l'idée qu'il va remettre de l'ordre. De l'ordre. Il va ramener de l'ordre en France, surtout qu'il a dit non à une coupure budgétaire, mais il est capable de s'opposer, machin. Oui, c'est très bien, Tout va mal, il y a un mec qui dit non à tout ça, et il est militaire. Retour à l'ordre, bon. Puis il y a quand même quasiment une moitié de la population qui se dit, mais c'est qui ce type, quoi, de Villiers? Il y a un rapport avec l'autre de Villiers, et là le fou du puits, machin. Oui, c'est le petit frère. Le général, c'est le petit frère. Ah ouais. Mais bon. D'accord. Et les trucs de fabrication. Les trucs de... C'est comme le 19e siècle n'en finit pas de finir, quoi. C'est les fabrications des élites bourgeoises où il y en a un qui est curé et l'autre qui est militaire. C'est ça, c'est-à-dire le troisième frangin, il est curé ou... Non, le
troisième frangin, il dirige une radio locale en Vendée. Ah, en Vendée. Bon, ça va. Bah oui. On est... ça va, non, ça bouge pas. Non, mais c'est drôle parce que c'est vraiment le truc comme ça, c'est où il y a des gens qui sont engoncés dans des trucs, trucs médiévals. Un jour, on parlera de toute cette bande Vendée, Anjou, qui n'est jamais vraiment... qui est resté coincé en 1788, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a des gens comme ça. C'est une espèce de boucle temporelle où ils sont restés. Non, ça n'a jamais existé. Voilà, mais ça existe. J'ai rencontré des gens comme ça. C'est assez spectaculaire. Ouais. Ah, mais j'ai des amis dans ces coins-là. Ils vivent littéralement dans des bleds où il y a un châtelain qui possède encore toutes les terres et qui loue les terres aux fermiers du bled. Enfin, vraiment. Mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Ancien régime, quoi. Ouais. Qui fait des chasses à cour partout et tout. Ah putain, Robespierre did nothing wrong. Merde, il n'a pas fini le travail, oui, tu veux dire. Merde à la fin. Bon, oui, pardon Florent, on t'interrompt. Et donc, ouais, bon, ce général, il a d'autres admirateurs, même pour des fantasmes de putsch. Bon. Ouais. Bon, le fait est que c'est pas, comment dire, c'est pas seulement sa personne qui attire, c'est que l'armée, à l'heure actuelle, c'est une des institutions qui conserve le mieux la confiance du public. C'est même, quand on voit certaines enquêtes, la seule à en gagner de la confiance. Et bon, il faut dire ce qui est, de nos jours, une institution qui conserve, voire même qui gagne la confiance de la population, c'est un exploit. C'est comme le Front National, c'est moins t'en fais, plus ils ont confiance. Ouais. C'est un exploit, et du coup... 92% d'opinion favorable envers l'armée dans un dernier sondage. Ce qui est inégalé. Voilà. Et dans ces 92%, ben forcément, il y en a qui en attendent un peu trop au niveau solution. Bon, après, pour le coup de force, il y a quand même un petit pépin. Hein. C'est qu'en France, en 2020, l'armée est loyaliste. Bah ouais. Je vais pas dire légaliste, parce que bon, le conseil de défense mis à toutes les sauces, s'ils étaient vraiment légalistes, ça les aurait fait un peu tiquer. Mais loyalistes, ouais, clairement. Oui. C'est-à-dire qu'ils veulent pas prendre le pouvoir, ils veulent servir un gouvernement civil légal, ou au moins, même si c'est pas tout à fait légal, clairement établi. Bah ouais. Ça, pour le coup, c'est plutôt rassurant. Ça va, ouais. Ça, c'est ce qu'ils comprennent pas, les FAF qui fantasment sur un coup d'état militaire en France. C'est que, bon, pour faire un coup d'état militaire en France, déjà, il y avait des gens qui ont calculé ça. Donc, ils calculent combien de gens il faut pour faire un coup d'état militaire, au pro-ratio du nombre de militaires, etc. Pas mal. Bon, en France, il faudrait 10 000 mecs pour faire un truc interarmé, 10 000 mecs. Alors, 10 000 mecs, ça veut dire 10 régiments. Ça veut dire qu'il faut imaginer qu'il y ait en France, en ce moment, 10 régiments factieux qui se déclarent en sécession par rapport à la République et déclarent qu'ils veulent renverser l'ordre. Alors, ça n'arrivera pas. Hein. Ça semble très improbable. Déjà, pour ne serait-ce que les régiments factieux, en fait non, parce que le coup des colonels en Algérie, il y avait un régiment factieux, un seul. Comme ça, qui a réussi à foutre énormément de bordel et qui a été dissous après. Mais pour un coup d'État renverser le pouvoir en France, il en faut 10. Environ 10 ou 12. Environ. Et 10 ou 12 régiments qui disent « Non, nous refusons d'obéir aux ordres de la République pourrie, on va changer le pouvoir », ça n'arrivera pas. Parce que ça veut dire qu'un nombre certain de généraux, et puis ce genre de complot, ça se voit, parce que 10 000 mecs... C'est beaucoup quand même. Il faut 10 chaînes de commandement qui soient dans le truc et tout. Ouais. Plus t'en mets dans la confidence, plus il y a de risques de fuite. Hein, de toute voilà, façon. donc non, amis nazillons, non, l'armée ne fera pas de putsch en France. Mais ce brave Pierre de Villiers non plus ne veut pas faire de putsch, c'est pas son truc. C'est pas son délire. Et en résumant la situation, c'est quoi? C'est un général, ancien chef d'état-major des armées, qui est parti de ce poste en claquant la porte, ce qui lui donne une image gaulienne à bas prix, qui fait figure de recours aux yeux d'une partie de la droite, une bonne partie même, au point de réveiller le goût du coup de force chez quelques-uns, mais bon, voilà, c'est sans espoir à ce niveau-là. Non, ne délirons pas. Et pour une personne qui veut le voir au pouvoir, il y en a quand même 2 autres qui savent même pas qui il est. C'est ça. C'est vraiment un truc monté en épingle. Bon. Après, il a quand même ses atouts à lui. Je veux dire, il est probablement, en l'état actuel, le mieux placé pour être une espèce de candidat naturel de la droite à l'ancienne. Ouais, peut-être même ramasser quelques voix confusionnistes. Candidat naturel de la droite à l'ancienne, c'est-à-dire la fraction dure de l'électorat de Fillon
ce qui représente objectivement pas grand-chose, plus quelques nasillons égarés avec une poignée de châtelains vendéens. Enfin, je sais pas si on constitue un électorat avec ça. Pour moi, s'il arrive à se présenter, il mangerait du Pont-Aignan, quoi, en gros. Oui, voilà, en gros, il mangerait du Pont-Aignan, peut-être une partie des Républicains. Voilà, un truc comme ça. Oui, vraiment la vieille droite de province, machin. Ouais, mais on fait pas de la politique avec ça, parce que, à ma connaissance, le général Pierre de Villiers s'est pas exprimé sur des, comment dirais-je, des grands enjeux. Il a publié 3 bouquins où en gros il fait du discours de militaire classique, l'ordre, la confiance, l'autorité fiable, machin. Ouais, bref, du baratin qui politiquement va pas très loin, mais qui rassure le droitard de base. Et il a mal à la France. Voilà. Forcément, il a mal à la France. Voilà, forcément, il a mal à la France. Mais en fait, cette assise partielle, ça caractérise le pouvoir de nuisance. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez fort pour gagner, mais il peut l'être assez pour gêner. Peut-être même pour en empêcher certains de gagner. Ouais. Mais ça, de notre point de vue, on pense que c'est plutôt bien, non ? Selon le cas, oui, voilà. Parce que la vieille droite de province dont je parle, dire en gros les petits notables, les bourgeois, les nobles et leurs jacouilles, ce genre de trucs. Les vieux. C'est l'électorat rêvé de Macron. C'est l'électorat sur lequel Macron fantasme à l'heure actuelle. Ouais. C'est pas évident de faire la part du calcul et de la fascination là-dedans, mais c'est clair que pour moi, ça saute aux yeux que Macron et une partie de LREM veut cet électorat. Bah, évidemment, c'est celui qui te permet de gagner à terme, puisque toi, si tu prends les vieux, c'est 50% des gens qui votent. Les vieux. À eux tout seuls. Mais il a déjà commencé à ouais, c'est pas récent. Je veux dire, le délire France éternel, etc. Il le faisait déjà dans sa campagne avec son. Il est arrivé en Jeep le premier jour, je rappelle. Ouais, voilà, le délire sur Jeanne d'Arc, cette histoire de vide laissé par l'absence du roi, la cérémonie du Louvre, qui était une cérémonie monarchique. Le service national universel, mec. Une cérémonie ridicule aussi. Mais... Oui. Bah oui, parce c'est pas cohérent en termes d'image avec Macron. C'est tout ça. Et à mon avis, cette tendance-là et cette espèce d'attraction pour le côté vieille droite de province, ça va durer parce que ça fait un truc qui ne peut pas être fait par le côté Startup Nation. Ça rassure. Oui, ça rassure. On a inventé des trucs pour rassurer pour de vrai sans faire dans le réac, genre la sécu, le droit du travail, etc. Enfin, on parle de Macron. Oui. Voilà. Ouais. Macron, il a aboli l'ISF, ça devrait les rassurer, tous ces gens-là. Même pas, parce que là, on parle de la vieille droite de province, donc c'est pas celle qui a placé ses thunes en bourse, c'est celle qui a acheté des maisons. Et ça, c'est pas aboli sur les maisons. Ils ont peur que des hordes de gilets jaunes débarquent, pour brûler leur château. C'est seulement. C'est seulement, mais bon, ils ont besoin d'ordre. Et à mon avis, c'est là que le cas du général de Villiers est intéressant, parce qu'en gros, les gens ont peur, et ils ont de quoi, en soi, l'avenir est pas très rassurant, il est même franchement flippant par certains aspects. Les macronistes veulent les rassurer à bas prix en faisant dans le réac, et sur ce terrain-là, ils ont comme obstacle sur ce terrain le général Pierre le Joli de Villiers de Saint-Ignon, issu d'une famille anoblie par Henri IV, autant dire que là on est dans le deep réac, vraiment. Ouais. Et la question, en fait, c'est pas tellement ce qu'il compte faire, c'est ce qu'il va provoquer en restant sur ce terrain du Deep Réac, là où il est né, en fin de compte. Parce que bon, il gagnera pas, c'est clair, il gagnera pas quoi qu'il fasse, mais comme centre de gravité de certains glissements, de certains décalages, ou de certaines reconfigurations, là, il peut jouer un rôle. Je me demande si on va pas voir un truc comme en Grande-Bretagne avec en quelque sorte une délibéralisation de la droite classique. Où les conservateurs anglais là depuis quelque temps ils ont un peu shifté vers des trucs qui étaient un peu pré-thatcheriens en termes de politique et en termes de positionnement, et je me demande si on va pas assister à un truc du même genre. Mais ça a déjà Trump, commencé. Trump comme délibéralisation. Trump, c'est assez ambivalent à ce niveau-là. Parce que c'est les États-Unis, et les États-Unis n'ont pas de reste de noblesse, des trucs comme ça. Mais par rapport à ce qui est la culture politique américaine,
Trump va un peu dans ce sens-là. Enfin, elle est. C'est un truc en tout cas, pendant la campagne. Ouais, après, en réel de ce qu'il a fait, c'est plus mitigé quand même. Oui. Parce que notamment, t'as tous ces alliés républicains dans les différents États qui ont forcé dans le deep libéralisme, notamment économique. Hein. Donc, mais on parle d'une campagne qui a eu lieu il y a 4 ans. Et à mon avis, je pense qu'on est d'accord, cette tendance-là est de plus en plus prononcée. Trump, c'était probablement que le début. Moi, c'est un truc qui me frappe à chaque fois, c'est l'espèce de fantasme comme quoi l'armée dernier refuge, l'armée va pouvoir nous sauver. C'est le bordel, donc on va faire appel à l'armée. Enfin, je me souviens d'un truc. C'est au secours papa, je sais pas quoi faire. Au secours papa, je sais pas quoi faire. Et je me souviens. Ouais, et puis c'est la grande muette. Et l'avantage avec les muettes, c'est qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. C'est ça. Je me souviens d'un plateau d'Elisabeth Lévy. C'était pas encore sur CNews, mais bon, encore complètement ivre morte. Et ça parlait des banlieues, etc. Elle disait, mais qu'est-ce qu'on attend pour faire intervenir l'armée dans les banlieues? Comme Elisabeth Lévy. Donc. Ouais, même Samia Ghali à Marseille. Hein. Et la semaine d'après, tu avais une interview. J'avais lu une interview qu'il faudrait que je retrouve. C'était vraiment intéressant. Alors, du type qui est commandant de la zone opérationnelle de Paris. Ou un truc comme ça. La zone de défense Île-de-France, ouais. Voilà, c'est bon. C'est-à-dire le Milouf qui est à la tête de ça, catégorie Milouf, mâchoire carrée, cheveux carrés, etc., zéro humour. Et quand on lui posait la question, mais alors l'intervention, certaines personnes réclament l'intervention de l'armée dans certaines banlieues chaudes, qu'en pensez-vous? La réponse sèche. Ces gens ne savent pas de quoi ils parlent. Mais voilà, c'est l'ironie et l'humour. Non, il n'y en a pas. Les faits. Comme ça, ces gens ne savent pas de quoi ils parlent. Et puis il expliquait comme ça, ce n'est pas possible, pour telle raison, des raisons aussi, mais un truc très articulé, très intelligent. Pour des raisons de sociologie aussi, parce qu'on ne peut pas faire intervenir des jeunes qui ont été recrutés dans les banlieues. On ne va pas les faire du maintien de l'ordre armé dans les mêmes banlieues. Ce n'est pas cohérent, ça ne provoquerait que des problèmes, blablabla. Ce n'est pas notre travail. Putain, ils réfléchissent mieux que les flics et c'est chaud. Ils réfléchissent mieux qu'Elisabeth Lévy, ce qui n'est pas très dur. C'est pas très difficile. C'est pas dur, ça. Donc, bon, mais la réponse était drôle, c'est surtout claque, quoi. Mais n'empêche, ça me fait penser à un truc que j'avais lu il y a pas longtemps, justement sur ces histoires de banlieue. Alors, bon, en revenant vers la police un peu, où c'est un rapport de l'Observatoire de la politique de la ville, en gros, donc c'est un truc très officiel sur qu'est-ce qui se passe dans les banlieues et pourquoi c'est la merde. En gros, ils font un rapport régulièrement, c'est un organisme de l'État. Et dans leur dernier rapport, là, il y avait un article qui expliquait très en détail que par rapport à la police, les habitants de tous ces quartiers-là, ils avaient 2 plaintes. Alors la première, c'est celle qu'on connaît, qui fait du bruit en ce moment, à savoir, on en a marre de se faire maltraiter par des flics dont une partie est complètement raciste et puis qui sont en roue libre. Ok, celle-là, elle est connue. L'autre, c'était... On en a aussi marre que quand on a besoin de missions de paix civile, il n'y a personne. Ils se plaignent autant, dans les mêmes coins, ils se plaignent autant de se faire contrôler au faciès, emmerder, tout ce que tu veux, que du fait que, en gros, il n'y a personne pour faire le boulot qui serait attendu d'une police. En fait, on va conclure un petit peu cette émission sur le fait que nous sommes d'accord avec ça. C'est ça qui est très pratique sur le fait de parler entre nous, c'est qu'on est évidemment tous d'accord. Donc, c'est que le problème n'est pas l'État. Le problème est plus d'État et surtout mieux d'État. Ouais. Mais d'abord, plus d'État et mieux d'État. Et au service de qui ? Et au service de qui ? Ce sera donc la conclusion de cette émission. Merci, messieurs, d'avoir participé. Je vous donne rendez-vous. Alors, peut-être... dans 15 jours, parce que nous ferons une émission spéciale bilan de 2020. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il va falloir faire un bilan de 2020 qui a été cette année complètement étrange et difficile. Alors, l'émission durera 7 heures.
Voilà, c'est ça. L'émission durera 7 heures. Le temps qu'on la mette en ligne, il y aura une autre tuile qui nous sera tombée dessus. Dans un live streaming où nous boirons énormément d'alcool à rester... ce sera une émission qui sera enregistrée... faut pas donner les détails de fabrication. Ouais, faut pas donner complètement tous les détails. Donc voilà, nous vous remercions de nous avoir écoutés. J'espère que ça a provoqué chez notre cher auditoire moult sortes de réflexions. Et en attendant, je vous laisse méditer sur la devise de l'émission. Nous avons raison, pas vous. Merci, au revoir. Au revoir.